Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle page d'information sur la télé Pacifique. Voici les faits saillants qui dominent l'actualité. 24 officiers jamaïcains et 2 officiers du Belize ont été déployés en Haïti jeudi pour rejoindre les policiers kenyans dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. William O'Neill, expert indépendant des Nations Unies en matière des droits de l'homme, est en visite actuellement en Haïti pour évaluer la situation des droits humains dans le pays. Raoul Pierre-Louis n'a pas répondu ce jeudi à la convocation de l'ULCC pour participer à la séance de confrontation avec le conseiller président Emmanuel Vertillière, accusé de lui avoir exigé 100 millions de gourdes pour le maintenir au poste de président de la BNC. Restez branchés, les détails c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, 20 militaires et 4 policiers de la Jamaïque ont atterri sur le tarmac de l'aéroport international Toussaint Louverture pour rejoindre les 300 policiers kenyans en Haïti dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Ce contingent est dirigé par le colonel Chevron Henry. 2 soldats du Belize étaient également à bord de l'avion. L'unité de lutte contre la corruption prévoit d'organiser des séances de confrontation dans l'enquête sur le dossier de 100 millions de gourdes que 3 conseillers présidents, Emmanuel Vertillière, Smith Augustin et Louis-Gérald Gilles, auraient exigé de l'ancien président de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, pour le maintenir au poste de président. La première séance de confrontation qui était prévue pour ce jeudi entre les représentants de Petite-Dessalines, M. Vertillière et M. Pierre-Louis, n'a pas eu lieu en raison de l'absence de ce dernier. Il faut souligner que les avocats de l'ancien président du conseil d'administration de la BNC avaient exigé la démission de ces 3 conseillers présidents avant toute confrontation. Toujours de l'actualité, l'organisation Antenne Ouvrier haïtien réclame la mise à l'écart des conseillers présidents éclaboussés dans le scandale de corruption à la BNC. En attendant les résultats de l'enquête de l'ULCC, le coordonnateur René Sanon estime que cette mise à l'écart faciliterait les procédures de la justice. D'autre part, il a dénoncé la crise sécuritaire et humanitaire qui frappe le secteur des ouvriers, appelant les autorités à assumer leurs responsabilités. Suivons le micro de Yasmine Sanon et Maxoni Orissin. Donc, tant que nous avons constaté ça, il y a environ 2 mois depuis un scandale de corruption dans BNC, côté ancien président du conseil d'administration BNC, Raoul Pierre-Louis, était accusé 3 conseillers présidentiels qui demandaient pour le bail chaque 100 millions de gourdes. Mais nous-mêmes dans l'antenne, nous croyons que conseiller ça était supposé bail démission pour permettre la justice de faire travail. Mais malheureusement, nous connaissons un pays côté que l'autorité, ça et l'autorité dans le pays, ça. Donc, question moralité et éthique, il n'y a pas mêlé avec bail comme ça, il n'y a pas bail démission. Donc, la question insécurité, et jusqu'à présent, eh bien, problème insécurité est là. Gangio, aptaï banda, Gangio continue à rançonner la population sur toute route nationale, toujours bloqué pour jusqu'à qu'on y a parlé là. Problème nous quoi gain dans pays à journée aujourd'hui c'est problème grand goût la misère ouais donc situation ça population dit pas capable encore et c'est peut-être ça nous même dans l'antenne nous demander gouvernement pour descendre prix gaz là descendre prix transport pour permettre population ralent souffle et puis Antenne Ouvrier profiter et demander ULCC pour continuer enquête li pour dire population qui ça passé tout bon vrai. L'autre bagaille pour le gouvernement, Gary Konian, j'en ai dit là, descendre le gaz qui va permettre de produire pour mes nécessités baisser. De son côté, le chargé de communication de cette structure, Franz Dura, alerte les autorités centrales et locales sur les mauvaises conditions de travail des travailleurs dans les voiries. Il a souligné l'absence d'équipements de protection adéquats pour l'exécution de leurs tâches. Il exhorte les agents exécutifs intérimaires à fournir des équipements tels que des gants, des masques, des bottes aux travailleurs tout en réclamant l'augmentation de leur salaire. Suivons-le toujours au micro de Yasmine Sanon et Franz Michael Stevens. Antenne Ouvrier vient la jeudi pour lui attirer attention sous situation et travailler voirie la mairie. Donc nous tous capables de constater chaque fois nous croiser avec le travail à la mairie, nous constatons qu'il n'y a pas gagné une série de matériels, une série d'équipements qui pour permettre de protéger tête. Tant que gants, cache-nez, tant que bottes pour nos pieds. Dans ce sens, nous venons là pour nous exiger avec l'État, surtout mairie, pour prendre responsabilité envers travailleurs et voirie. Parce que la question qui vient pour avec la sécurité publique, nous connaissons l'État a une obligation pour lui éviter tout ça capable
et fait que aux citoyens est tombé en bas en série de malais. C'est ça que fait nous-mêmes dans l'antenne ouvrier. Nous avons dit faut que l'État applique l'article 441 code travail là sans aucune condition. Nous avons demandé pour la mairie prendre responsabilité pour exiger pour travailler voir gain gants, gain cache-nez, gain bottes pour mettre dans pied lorsque y a exercé travail. Nous demander pour gagner bon assurance santé pour travailler voir faut que augmenter salaire moun sa yo travailler voirie. Autre nouvelle, le Service national de gestion des résidus solides alerte les autorités gouvernementales sur la nécessité urgente de réhabiliter le site de décharge à ciel ouvert de Truitier, situé non loin de Port-au-Prince. Selon le SNGRS, ce site constitue un véritable désastre écologique représentant de graves risques pour la santé publique et pour l'environnement. L'institution exhorte les autorités à intervenir rapidement afin d'éviter toute aggravation de la situation. En outre, des membres de la population pétionvilloise réclament une meilleure gestion des déchets après la fermeture de la décharge à sauvegarde de la Boule 12. Le 6 septembre dernier, il dénonce l'état d'insalubrité qui règne dans les rues de la commune depuis plusieurs mois. Et de l'actualité éducative, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a inauguré jeudi le lancement de la session de la formation sur les 4 nouvelles matières ajoutées au programme du 3e cycle fondamental. Le ministre Antoine Augustin a apporté des éclaircissements sur ces nouvelles disciplines, l'éducation à la technologie et aux activités productives, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation esthétique et artistique et l'éducation physique et sportive. Selon lui, elles contribueront au renforcement de la capacité des élèves face aux défis du 21e siècle. Suivant le micro de Véron Arnaud et Max Woni-Orissa. Revenu la manière, nous lançons officiellement série de formations dans un nouveau 3e cycle fondamental pour la mise en application des 4 nouvelles matières. Qui matière? Réétape, éducation à la technologie et aux actions productives. C'est-à-dire que la formation outils, connaissances pratiques, utilitaires. Deuxième matière, nous connaissons, je peux parler de lui, c'est EEA, éducation esthétique et artistique. C'est une filière importante qui a débouché sur le baccalauréat artistique, un diplôme d'orientation professionnelle. Ok? Mon troisième matière, c'est l'éducation à la citoyenneté. Ça, c'est une matière fondamentale pour nous. Parce que vous crise du citoyen, vous gagnez tout, et puis c'est l'éducation physique et sportive. Il faut gérer l'opportunité pour mettre des talents physiques. Pour sa part, Kendi Nicolas, l'un des responsables de la direction de l'enseignement, a félicité les cadres du ministère qui ont pris l'initiative d'intégrer cette nouvelle matière importante pour l'avenir des enfants. Il a également salué la formation des enseignants essentiels pour dispenser ces cours. Suivons-le toujours au micro de Véron Arnaud. Chaque ministère travaille d'arrache-pied pour que nous ayons déjà disponibles les programmes pour cette matière. Ensuite, les guides méthodologiques pour les enseignants et également les fiches d'activité pour les élèves. C'est un travail difficile, mais nous pouvons accoucher. L'année dernière, nous devions réaliser l'examen officiel pour ces 4 matières, mais il était difficile. L'année ça, en plus de documentation qui est disponible, mais nous gagnons également toute une série de formations que nous allons réaliser. D'abord, ces formations de formateurs que nous allons pour recruter parmi tout le monde qui l'a jeté avec nous, 80. Ensuite, nous allons gagner pour nous former 400 conseillers pédagogiques à travers les réseaux des PACA et les inspecteurs qui, eux-mêmes, vont pour former 10 000 enseignants.
Autre dossier, le représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Maes, est actuellement en visite dans la région du sud du pays. Dans le cadre de sa visite, Bruno Maes a indiqué que plus de 100 000 enfants déplacés forcés, fuyant l'insécurité à Port-au-Prince, ont migré vers cette région, mais qu'ils soient en âge de se rendre à l'école, les services communautaires locaux déjà fragiles ne sont pas en mesure de les encadrer. Le représentant de l'UNICEF a informé que l'agence onusienne travaille de concert avec le gouvernement afin de diminuer l'impact de la crise dans le secteur de l'éducation. Il a sollicité le soutien de la communauté internationale pour la réouverture des classes, tout en soulignant que l'insécurité a entraîné le dysfonctionnement de 919 écoles à Port-au-Prince et à l'Artibonite, affectant ainsi plus de 150 000 élèves. Selon Fenel Belgade, formateur, l'accessibilité universelle a pour objectif d'assurer à toutes les personnes, quelle que soit leur situation, un accès libre et égal dans tous les espaces de services et infrastructures. Suivons-le au micro de Gérard Hirschkezi et Franz Michael Stevens. Et je n'ai trouvé ça très important, et surtout on a parlé de accessibilité bien entendu universelle, qui pas seulement avec mon handicapé, mais à tout le monde en général. Mais nous connaissons, Jean-Paul l'a dit, deux personnes mouillées dans la vie, qui plus mouillées. Donc, mon handicap est plus subi ou bien plus victime de l'ensemble de barrières que la société a gagné. Que ce soit de barrières physiques, c'est-à-dire dans les spatiaux, que ce soit de barrières dans la communication, c'est-à-dire que ensemble d'informations, ensemble de décisions qu'on prend, pas accès avec eux, que ce soit de barrières en termes d'accès aux services, c'est-à-dire que ce soit dans le bureau public, dans le bureau privé, les aller pas forcément, ou bien pas toujours accès dans le service. Donc, il y a une formation sur l'accessibilité, qui a tout sens, non seulement par rapport avec moi-même, ces thématiques que je travaille sur lui, mais par rapport avec lui qui a mené pour l'intégration de handicapés dans la société à tous les niveaux. Tout à fait, parce que l'atelier après le plus d'outils pour les faire plaidoyer, les faire sensibilisation. La formation, je dis, non seulement pour armer et différents professionnels et responsables d'associations qu'il a, mais tout la permettre qu'ils aient une vision beaucoup plus claire de questions d'accessibilité. Et ça va permettre tout justement capable de faire de campagne de plaidoyer et de sensibilisation à tous les niveaux. Pour sa part, Valentia Jean a évoqué la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances qui stipule que toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit en vertu de cette obligation d'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. Journée activité aujourd'hui à son journée qui serait bénéfique parce que nous-mêmes, nous sommes dirigeants de PH, nous avons des activités de plaidoyer qu'on a fait pour que mon handicapé dans la société, parce que nous sommes environ 2 millions de monde qui vivent dans la société qui ont un handicap. Et je pense que nous, faudrait-il bien que nous sommes capables de vivre, nous sommes capables d'évoluer, nous sommes capables de participer dans des initiatives, dans des espaces de décision. Nous-mêmes, tout le monde handicapé, nous gagnons place. Nous pensons que aujourd'hui, c'est une très belle initiative et nous félicitons l'équipe qui prend l'initiative. Formation ça. Moi-même, message pour l'État haïtien, je pense que nous ne pouvons pas décider de mettre une catégorie de monde dehors parce que les gens savent eux-mêmes vivent dans la société. Par exemple, il y a un bagage qui a un bon sujet d'actualité là, qui c'est la question du CEP. Tout secteur handicapé, secteur monde handicapé, qui est environ 2 millions de monde qui sont dans la société, nous ne pouvons pas représenter dans le CEP. Et nous voyons que le ministère de l'Éducation prend une décision de maman avec papa petit l'argent pour que capable faciliter ouvrir petit l'école. Je pense que tout il était capable prendre des décisions pour que aider deux monde parce que nous c'est deux monde qui plus vulnérables dans la société à monde qui avec handicap. Parce que une décision pour aider deux monde qui avec handicap pour voir petit l'école. Je pense que c'est une vraie position si le gouvernement t'a voulu garder monde ça retour. C'est ici que nous mettons fin à cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.